Bonjour à tous, c'est parti pour la correction des exercices de probabilité qui ont posé problème à certains, j'imagine. Je vais essayer d'expliquer tout ça en détail. N'hésitez pas à mettre pause, faire marche arrière, réécouter. Voilà, c'est un peu l'intérêt de la vidéo aussi. Donc c'est parti. Exercice 1. Vous parlait d'un lecteur audio qui contenait des morceaux de musique et parmi ces morceaux, 125 morceaux de rap, avec une expérience aléatoire qui consiste à choisir un morceau au hasard en appuyant sur la touche lecture aléatoire. Donc on est bien dans les probabilités, hein. Question 1. Quelle est la probabilité qu'il écoute du rap? Donc en général, le réflexe quand on fait des problèmes de probabilité, c'est de connaître la formule du cours. Donc en l'occurrence, la formule du cours, c'est la probabilité d'un événement, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le nombre de cas favorables, ça veut simplement dire ce qu'on vous demande de calculer. Le nombre de cas possibles, c'est tous les cas qui sont possibles. Donc, ouais, pas très compliqué. Donc on va simplement dans un premier temps remplacer ces mots par ceux de l'énoncé pour bien comprendre de quoi on parle ici. Donc le nombre de cas favorables, c'est ce qui m'intéresse. Je relis la question. Quelle est la probabilité qu'il écoute du rap? Donc, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de morceaux de rap. Donc finalement, le numérateur, c'est le nombre de titres de rap. C'est ça qui m'intéresse. Et en bas, le nombre de cas possibles, c'est le nombre de titres en tout. Puisque ici, les cas possibles, ce sont des titres des chansons. Bon, bah, je suis prêt, j'ai remplacé les mots du cours par les données de l'énoncé, il n'y a plus qu'à remplacer par des nombres. Alors le nombre de types de rap, bon, bah, c'est écrit, 125, et les nombres de titres en tout, c'est écrit également, 375, on a donc terminé. Comme on ne vous demande pas de préciser la probabilité sous une forme particulière, vous pouvez laisser sous forme de fraction. Question 2, la probabilité qu'il écoute du rock est égale à 7 sur 15. Combien Théo a-t-il de morceaux de rock dans son lecteur audio? Alors ces questions est un peu bizarre puisque là on vous donne la probabilité et on vous demande de trouver autre chose. Donc c'est un peu perturbant. Donc le réflexe en général c'est de noter ce qu'on a comme information dans l'énoncé et ce qu'on connaît dans le cours. Donc en l'occurrence ici, qu'est-ce qu'on nous donne? Ben, on nous donne la probabilité qu'il écoute du rock. Si vous relisez la question 2, c'est exactement ce qui est écrit. Probabilité qu'il écoute du rock, 7 sur 15. Donc ça déjà je peux le noter. Mais moi je sais aussi d'après le cours que la probabilité qu'il écoute du rock, c'est le nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre de titres de rock divisé par le nombre de titres en tout. Ok, bon, jusque-là, vous allez me dire, je ne suis pas avancé. Mais si vous regardez bien, j'ai écrit de deux manières la probabilité qu'il écoute du rock. C'est-à-dire que les deux doivent être égales normalement, puisqu'il s'agit de la même chose au départ. Donc ce que je peux écrire, c'est que 7 sur 15 est égal au nombre de titres de rock divisé par 375. Ça doit donner la même chose. Alors attention, c'est pas parce que c'est écrit 7 sur 15 qu'il y a 7 morceaux de rock, hein, puisque on peut très bien, enfin, la personne peut très bien avoir simplifié la fraction sans qu'on le sache. Donc il ne faut pas simplement dire. D'ailleurs, vous voyez bien que c'est pas possible, parce que ça voudrait dire qu'il y a 15 morceaux en tout. Et on sait bien que ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a plus qu'à faire un produit en croix. C'est comme Thalès, hein, vous voyez. On a deux fractions, il manque un morceau, on peut faire Thalès. Donc pour trouver le nombre de titres de rock, on fait 7 fois 375 et on divise par 15. Et on trouve 175. Alors il y a peut-être des élèves qui ont trouvé des astuces, hein, c'est-à-dire comment passer par exemple de 15 à 375 par exemple. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de se ramener au total, le dénominateur 15 pour arriver à 375. Donc on multiplie par un certain nombre et on fait pareil pour le numérateur. Mais en fait vous êtes en train de travailler sur les deux fractions sans le savoir. Donc ça revient un peu au même. Et vous allez retrouver 175 pour le numérateur, qui est plus grand que 7. Voilà. Alors je vous montre une autre façon de faire qui est plus directe. C'est une méthode qu'on a vue en quatrième, qui consiste à réécrire la phrase de l'énoncé. On sait que les 7 quinzièmes des titres sont du rock, et on va traduire mathématiquement cette phrase par un calcul. Par la suite, donc question 3, Alice possède 40% de morceaux de rock dans son lecteur. Si Théo et Alice appuient tous les deux sur la touche lecture aléatoire de leur lecteur audio, lequel a plus de chances d'écouter un morceau de rock? C'est-à-dire chacun a le sien, évidemment. Donc là, on vous demande qui a plus de chances. Donc on vous demande de comparer deux probabilités, puisque la chance, c'est la probabilité. Donc il faudra comparer deux probabilités. On va déjà les écrire proprement. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Donc on va commencer par la probabilité que Théo écoute du rock.
Alors c'est 7 sur 15, c'est écrit dans la question 2. Ça n'a pas changé, hein. La liste de morceaux n'a pas changé entre la question 2 et la question 3. Alors maintenant, il me faut la probabilité pour Alice. Et bien, c'est écrit dans la question 3, hein, comme par magie, c'est 40%. Ok, jusque-là, je connais les deux probabilités, mais je ne peux pas les comparer tout de suite. Donc il va falloir soit mettre tout en pourcentage, soit mettre tout en fraction, soit mettre tout en écriture décimale. On va commencer par la première. Je ne vais pas vous montrer les trois, je vais vous en montrer deux. On va faire la première. On va transformer la fraction en pourcentage. Vous savez faire ça depuis la quatrième normalement. Donc on fait simplement 7 divisé par 15, on trouve environ 0,47. On multiplie par 100 ou on décale la virgule de 2 rangs comme vous voulez. Ça fait 47% environ. Ça c'est pour Théo. Et du coup, il n'y a pas besoin de faire pour Alice, puisqu'on sait qu'Alice c'est 40%. Donc on peut déjà répondre à la question. Théo a plus de chances d'écouter du rock qu'Alice. Alors méthode 2 pour terminer, c'est mettre toutes les probabilités sous forme décimale. C'est-à-dire que ici on va prendre 7 sur 15 et 40%, on va les mettre en forme à virgule. Donc 7 sur 15 on l'a fait tout à l'heure, ça fait environ 0,47, voilà je m'arrête là. 40% ça fait 40 sur 100, c'est-à-dire 0,40. Et donc on arrive à la même conclusion, de toute façon 0,47 est plus grand que 0,40. Donc encore une fois, Théo a plus de chances d'écouter du rock. Voilà. Si vous voulez mettre ça sous forme de fraction, vous pouvez, mais c'est peut-être plus compliqué parce que on ne pourra peut-être pas mettre les deux sous fraction égale. Ou en tout cas, vous allez trouver des grands nombres. Voilà. Donc c'est pas forcément le plus judicieux. Bon, enfin, ça en fait déjà deux, c'est déjà pas mal, hein. Allez, on passe à la suite. Respirez un grand coup, c'est parti. Dans une classe de collège, après la visite médicale, on a dressé le tableau suivant. Donc vous avez un tableau qui mentionne les filles et les garçons, ceux qui portent des lunettes et ceux qui n'en portent pas. Donc il y a des fiches de renseignement qui tombent par terre. Alors c'est pas précisé, mais elles tombent à l'envers, hein, sinon si c'est pas à l'envers, on voit. Une infirmière en ramasse une au hasard, donc sans savoir sur laquelle elle tombe. On est bien dans les probabilités. Quelle est la probabilité que cette fiche soit celle d'une fille qui porte des lunettes? Et zou, c'est parti. Donc, question petit 1, qu'est-ce qu'on fait? On reprend le cours, hein. Qu'est-ce qu'il dit le cours? Il dit que c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Ça, il faut vraiment vous le mettre en tête pour cette année, pour l'année prochaine et les années à venir. Peu importe quelle filière vous allez prendre. Donc ici, c'est quoi les cas favorables? Je relis la question. La question, c'est la probabilité de tomber sur une fiche qui soit une fille qui porte des lunettes. Voilà. Donc les cas favorables, c'est le nombre de fiches de filles qui portent des lunettes. Et le nombre de cas possibles, c'est toutes les fiches. Voilà. Donc je n'ai fait que lire l'énoncé et surtout lire la question. La question me dit quoi mettre à la place des mots de la formule. Une fois que j'ai compris ça, j'ai plus qu'à aller chercher les nombres ou les calculer si besoin. Donc je veux le nombre de fiches de filles qui portent des lunettes. On va regarder le tableau. Alors il y en a 3. Et je veux le nombre de fiches en tout. Alors ça, c'est pas écrit. Donc il va falloir additionner tous les gens du tableau, puisque tous les gens sont dans le tableau. Donc j'en ai 3, 7, 15 et 5. Ça me fait 28 élèves. Donc je peux maintenant remplacer P égale 3 sur 28. Donc je rappelle, le 3, c'est les filles qui portent des lunettes. Il suffit de regarder dans le tableau, hein, c'est écrit. Terminé pour la question 1A. On passe à la petite B. Maintenant, on veut celle des garçons. Probabilité de tomber sur la fiche d'un garçon. C'est pareil, hein. Donc la formule du cours, c'est bon, on la connaît. Je ne vais pas la réécrire. Alors maintenant, on va remplacer. Nombre de cas favorables, ici, c'est les fiches des garçons. Et le nombre de fiches total n'a pas changé. Alors le nombre de fiches de garçons, je vais regarder dans le tableau, c'est toute la ligne du bas. C'est-à-dire le 7 et le 5. Donc j'additionne tout le monde, ça fait 12 personnes. Donc j'ai 12 personnes qui m'intéressent sur 28. Alors pourquoi j'ai additionné 7 plus 5? Parce que quand on vous dit le nombre de fiches de garçons, on ne précise pas s'ils portent des lunettes ou pas. Donc vous les prenez tous. C'est comme quand on parlait des cartes. Si on vous dit probabilité d'avoir un roi, vous ne réfléchissez pas si c'est un roi de pique ou un roi de carreau, vous les prenez tous. Ça en fait 4. Voilà. Ici c'est un peu la même chose. On prend tous les garçons. Question 2. Les élèves qui portent des lunettes dans cette classe représentent 12,5% de ceux qui en portent dans tout le collège. Combien y a-t-il d'élèves dans le collège qui portent des lunettes? Bon, là c'est toujours pareil, c'est une question un peu étrange puisque on vous donne la probabilité. Quand on vous donne un pourcentage, c'est la même chose, hein. Pourcentage, c'est une fraction, donc c'est une probabilité. Donc on va procéder en utilisant un tableau, hein, c'est ce qui est plus simple. On va chercher le nombre d'élèves qui portent des lunettes dans le collège. Donc on prend un tableau. Alors je sais que ceux du collège qui portent des lunettes, c'est 12,5, il me manque le virgule 5, excusez-moi.
de la classe. Donc je vais faire un tableau, comme je viens de dire, où j'écris nombre d'élèves et pourcentage. 100%, c'est tous les élèves. Donc ça, on le sait. Et ensuite, 12,5%, c'est ce qu'on me donne dans la question 2. On me dit que c'est 12,5%. Alors déjà, ici, attention, quand je dis c'est tous les élèves du collège. Hein. Ce n'est pas les élèves qu'il y a dans la classe. Je n'écris pas 28 au-dessus de 100. Bon, on est bien d'accord que l'énoncé dit bien 12,5% de ceux qui en portent dans tout le collège. Donc le tout ici, c'est pas la classe. Donc il va falloir compter combien d'élèves est dans le collège, c'est pas écrit. Par contre, si vous relisez bien la première phrase de la question 2, on vous dit les élèves qui portent des lunettes dans cette classe représentent 12,5% de ceux qui en portent dans tout le collège. C'est-à-dire que le 12,5 que j'ai mis dans mon tableau, le nombre qui est en haut, ça doit représenter la même chose. Donc j'ai 12,5% qui représente 10 élèves. Alors comment j'ai trouvé 10 ? Il faut aller les chercher dans le tableau, les gens qui portent des lunettes. Il y en a 7 et il y en a 3. Donc j'ai 10 élèves. Ces 10 élèves de la classe représentent 12,5%. C'est écrit dans la question 2. Enfin, dans la phrase du petit 2. Bon, j'ai plus qu'à faire un produit en croix et c'est terminé. 10 fois 100, ça fait 1000. Divisé par 12,5, ça fait 80. J'ai terminé l'exercice. 80 élèves portent des lunettes dans le collège. Donc ce qu'il faut retenir, c'est quand on vous demande un nombre qui n'est pas une probabilité, quand on vous donne une probabilité ou un pourcentage, on utilise un tableau. C'est ce qui est le plus pratique. Il ne faut pas essayer de chercher à la main, en tout cas, c'est un peu compliqué. Il y a une autre façon de faire, mais c'est un peu tordu, c'est de se dire, pour passer de 12,5% à 100%, je multiplie par combien? Donc en fait, il faut multiplier par 8, parce que 8 fois 12,5, ça fait 100. Donc vous prenez le nombre d'élèves de la classe qui ont des lunettes, il y en a 10, et vous multipliez par 8, ça fait 80. Enfin là, il faut déjà être très à l'aise sur le calcul mental pour avoir vu cette petite astuce. Et on continue. L'avant-dernier exercice sur les pizzas. Bon appétit en passant. Alors, donc on a toute une série de pizzas en haut là avec leur contenance. Première question, je commande une pizza au hasard. Donc c'est parti pour les probabilités encore. Quelle est la probabilité qu'il y ait des tomates dedans? Zou, je rétrécis l'énoncé. On va utiliser donc toujours pareil, hein, la formule du cours que vous connaissez. Ce qui m'intéresse, c'est la probabilité de l'événement. La pizza a des tomates. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans l'énoncé. Quelle est la probabilité que la pizza a des tomates? Donc la formule du cours, c'est nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables, c'est ce qui m'intéresse dans la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des tomates. Donc je vais compter le nombre de pizzas ayant des tomates. C'est ce que j'ai écrit en haut. Et en bas, c'est le nombre de pizzas en tout. J'ai plus qu'à remplacer le nombre de pizzas qui ont des tomates. Il y en a 5. Ce sont les 5 premières d'ailleurs. Et en tout, il y a 7 pizzas. Probabilité 5 sur 7. Petit dos, j'ai commandé une pizza à la tomate. Quelle est la probabilité d'avoir des champignons? Alors ici, il y a un petit piège. Enfin, c'est pas un piège, c'est juste qu'il faut faire attention. Quand on vous dit j'ai commandé une pizza à la tomate, ça veut simplement dire que maintenant, votre paquet, c'est les pizzas à la tomate. Et ce n'est plus le paquet de départ avec les 7 pizzas. Il va donc falloir voir ce qu'il y a dans ce paquet. Donc j'ai réécrit ici pour vous les pizzas de la liste. Et on va enlever celles qui ne m'intéressent pas. C'est-à-dire les 2 dernières où il n'y a pas de tomate. Voilà. Donc je relis l'énoncé. J'ai commandé une pizza à la tomate. C'est-à-dire une pizza parmi celles que vous voyez. Quelle est la probabilité d'avoir des champignons? Bon, là c'est reparti. Probabilité. Alors déjà, je compte, il y en a combien en champignons? C'est pas très compliqué, il n'y en a que 2. Probabilité que la pizza a des champignons, il y en a 2. Et le nombre de pizzas en tout ici, c'est 5. Pourquoi? Parce que je n'ai pas choisi les 2 dernières. J'ai choisi 2 parmi... Il y en a 2 qui me correspondent à ce que je cherche parmi 5. Donc probabilité 2 sur 5. Vous voyez que le total a changé, hein, c'est tout. Dernière question. On suppose que les 2 pizzas ont des formes circulaires, pardon. Et on vous propose 2 tailles de pizza, une moyenne et une grande. Alors question, si je commande 2 pizzas moyennes, est-ce que j'ai plus à manger que si j'en commande une grande? Moi, vu d'œil, j'aurais dit oui, forcément, si j'en commande 2 moyennes. Donc on va vérifier tout ça par un calcul. Donc qu'est-ce que ça veut dire en manger plus? En mathématiques, ça veut dire que plus il y a de l'espace et plus il y a à manger, hein, plus étalé. Donc en fait, on va chercher l'aire tout simplement des pizzas. Donc savoir si on mange plus et savoir si l'aire est plus grande. L'aire de quoi? Des pizzas qui sont de forme circulaire. Donc j'ai besoin de l'aire d'un cercle. Donc l'aire d'un cercle,
niveau sixième, pi fois rayon au carré. Donc on commence par l'aire du grande pizza. Alors le pi, bah, vous savez, c'est 3,14 environ. Le rayon de la grande pizza, on va regarder en haut. Donc le diamètre fait 44. Donc le rayon, bah, ça fait la moitié, ça fait 22. Je remplace, je prends ma calculatrice et je trouve environ 1519,76. Et comme c'est l'air, c'est en centimètres carrés. La moyenne pizza, bon, ben, la formule est la même, hein. Ce qui va changer, c'est le rayon. Au lieu d'avoir un rayon de 22, alors j'ai un diamètre de 30, donc le rayon, c'est la moitié, 15. Donc je vais avoir 3,14 fois 15 au carré. Je prends la calculatrice et je trouve 706,5. Ah, mais on m'a proposé d'en manger deux. Il va falloir que je calcule l'air de deux moyennes pizzas. Donc je multiplie tout ça par 2 et j'obtiens 1413. Et on me demandait est-ce que c'était plus intéressant d'en prendre deux moyennes ou une grande. Ben, 1519 c'est plus grand que 1413. Donc finalement c'est plus intéressant de manger une grande pizza. Donc vous avez vu c'était trompeur. Alors je ne dis pas que toutes les pizzerias ont les pizzas avec les mêmes dimensions, c'est peut-être moins évident, mais en tout cas c'est très trompeur, donc méfiez-vous. Donc vive les maths. Dernier exercice, on va aller assez vite là-dessus. Donc il y a une histoire de code avec de 3 chiffres et 3 lettres. Donc on tape un code, une lettre, ensuite un chiffre. Donc première question, quels sont les différents codes possibles? Bon, il n'y a pas besoin de faire d'arbre de probabilité ici, hein, on va le faire directement. Les codes possibles c'est A1, A2, A3, B1, B2, B3 et C1, C2, C3. Voilà, donc c'est pas très compliqué, on les écrit tous les uns après les autres. Question 2, Aurélie compose au hasard le code A1. Quelle est la probabilité qu'elle obtienne le bon code? Alors, bah ici c'est du coup, probabilité d'obtenir le bon code. Bah, c'est toujours la formule, hein, nombre de cas favorables. Nombre de cas favorables, c'est-à-dire il y a combien de bons codes? Mais il y en a un seul, puisqu'il y a un code qui permet d'arriver au garage. Donc le nombre de cas favorables c'est 1. Et le nombre de cas possibles, bah, il faut compter il y a combien de codes possibles. On les a écrits, on a 9. Si vous comptez tout ce qu'on vient d'écrire, A1, A2, A3, etc., il y a 9 codes possibles. Donc la probabilité d'obtenir le bon code, c'est 1 sur 9. Elle a une chance sur 9, en faisant au hasard. Ça ne veut pas dire que si elle fait 9 fois le code, elle va tomber sur le bon, hein. Ça veut simplement dire qu'à chaque fois, elle a une chance sur 9. Donc c'est pas évident. Mais disons qu'à force de faire le mauvais, si elle sait que c'est mauvais, elle va pouvoir éliminer des possibilités. C'est ce qui va se passer ensuite d'ailleurs. Petit b. Donc en tapant le code A1, Aurélie s'est trompée à la fois de lettres et de chiffres. Ok. Elle change donc ses choix. Quelle probabilité elle a de trouver le bon code à son deuxième essai? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Elle s'est trompée à la fois de lettres et de chiffres. Ça veut dire que sur l'appareil du haut, on peut déjà enlever quoi? Puisqu'on a dit que la lettre n'était pas bonne. Et elle a tapé A1. Donc on peut déjà enlever le A. Et on peut aussi enlever le 1. Okay. Dans notre liste à nous, ça veut dire qu'on va enlever tous les codes qu'elle ne tapera pas. Alors comme le A ne fonctionne pas, enfin n'est pas la bonne lettre, on va enlever déjà tous les A. Et on a dit qu'elle s'est trompée de chiffre aussi. Donc on va enlever le 1. Voilà, elle a enlevé tous les 1. Donc il reste ça finalement. Question, quelle est la probabilité qu'elle trouve le bon code maintenant? Donc nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Toujours pareil. Nombre de cas favorables. Ben, le bon code, il est là-dedans. C'est soit B2, soit B3, soit C2, soit C3. Mais il y en a un seul. Donc elle a une chance sur 4, puisqu'il en reste 4. Alors j'aurais dû rajouter probabilité d'obtenir le bon code à la deuxième tentative, et là au début à la première tentative. Dernière question, justifier que si lors du deuxième essai, elle se trompe encore, de lettres cette fois, elle est sûre de pouvoir ouvrir la porte lors de la troisième fois. Bon, je vais aller assez vite là-dessus, c'est pas très compliqué. Supposons qu'elle se trompe de lettres. C'est-à-dire, par exemple, elle a tapé B alors qu'il fallait taper C. Donc ça va que le chiffre était le bon, donc elle sait que c'était le 3. Bah, si elle s'est trompée de lettre, elle va taper C3, parce que le 3 était bon. Et ainsi de suite. Si elle a tapé C3 et c'était la bonne, elle se trompe de la lettre, c'est-à-dire que le 2 était bon, et elle va taper de l'autre côté de la même manière. Donc finalement,